Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Je suis toujours avec Pierre-Franklin Tavares, philosophe, Aboubacar Lalo, géographe et consultant en politique d'aménagement, Yambouli Dipama, consultant en santé publique. Sans plus tarder, le Zoom. La problématique liée à l'accès aux soins de santé, l'un des maux dont souffre le continent africain. Des millions de personnes décèdent chaque année faute de soins médicaux, des soins de santé, mais aussi des médicaments qui restent inabordables en raison notamment de dépenses publiques dans la santé 10 fois inférieures à la moyenne mondiale. Conséquence, des populations, surtout les plus défavorisées, ont encore accès à une gamme très limitée de services. Ce soir, gros plan sur la situation en Côte d'Ivoire dans ce sujet signé Oliva Diakota. La cinquantaine, Christophe Claude Yaposik a perdu son emploi en 2006. Il souffrait de la cataracte depuis 2012. Faute de moyens financiers, il ne pouvait pas se payer les soins qui s'élevaient au minimum à 1 million de francs CFA. Mais en décembre 2018, grâce au partenariat public-privé pour les soins des personnes indigentes, il a été pris gratuitement en charge dans ce centre de santé à Bingerville. Ils m'ont reçu, ils se sont occupés de moi. Vraiment, quand on parle de gratuité, c'est vraiment réel. De 2015 à 2018, par le biais du partenariat public-privé, ce sont les soins de 1182 personnes indigentes qui ont été gratuitement traitées à Mercy King Hospital. En 2019, 3000 patients indigents y sont attendus. C'est un sacerdoce pour nous, mais en même temps, nous sommes confrontés à plusieurs défis. Nous avons besoin d'aide, surtout au niveau des médicaments. Nous avons également besoin de véhicules pour toucher les personnes des zones reculées. En rappel, actuellement, la Côte d'Ivoire consacre 5,9% de son budget national au secteur de la santé. Le pays compte investir de 2020 à 2024 plus de 1 658 milliards de francs CFA dans ce secteur. Alors bien sûr, les personnes les plus défavorisées, Yambouli Dipama, vous qui êtes consultant en santé publique, sont bien évidemment ceux en première ligne concernés par la difficile accès aux soins. Oui, bien sûr. C'est parce que en santé publique, de façon générale, on est confronté à ce triptyque demande, besoin, demande et offre de soins. Et puis ce sont des cercles, hein, il faut les équilibrer d'une certaine façon. Et au niveau de l'offre de soins, de façon générale, pour ne pas revenir à la demande, on a l'accessibilité des services de santé. Donc l'accessibilité, elle est financière, elle est géographique, puisqu'on parle aussi de trucs. Et puis il y a de la ressource humaine. Et au niveau de cette ressource humaine, il faut maintenant allier le plateau technique qu'il faut pour pouvoir prendre en charge, donc en tout cas, ces problématiques de santé de façon générale. Et on reste confronté dans des États où tout est prioritaire. On a l'accès alimentaire, on a l'accès aux soins de santé de façon générale et de qualité. Et puis, on a donc un budget faible qui est alloué donc à cette priorité nationale d'une certaine façon, qui est la santé de façon générale, avec bien évidemment tous ces axes. Moi, je pense que pour arriver à pallier à ces difficultés, il faut peut-être prendre un axe dans un pays et puis financer véritablement cet axe-là. Au niveau de la Côte d'Ivoire, par exemple, il parlait de 6 000 milliards qui vont injecter. 5,9% du PIB qui est donc 6 000 milliards, reversé. donc 5,5% du PIB, c'est très faible par rapport à des pays où on a des besoins d'infrastructures de santé, on a un besoin de formation du personnel de santé, et puis on a l'accessibilité financière aussi de ces prestations de santé. Donc c'est assez difficile, et les personnes en situation de précarité sont donc les plus touchées. Parce qu'on assistera donc à ce qu'on va dire, la santé n'a pas de prix, mais c'est un coût. Et du moment où la santé a un coût, on arrive en fait à un système de santé à deux vitesses où les plus nantis donc trouveront les moyens pour soit se soigner sur place ou véritablement aller à l'extérieur. Alors Pierre Tavares, une situation qui pose clairement la question du modèle de financement, et on sait qu'on l'a dit il y a quelques instants, et ça a été évoqué également dans le reportage, la Côte d'Ivoire, 5,9% du PIB est reversé au secteur de la santé. On est bien loin de l'objectif fixé
à Abuja en 2001 qui était de 15%, mais dans le même temps, le gouvernement continue de dire que la santé est un secteur prioritaire. Mais les chiffres disent tout le contraire finalement. Mais en même temps, voyez-vous, madame, et vous avez raison, la santé, autrement dit, et pour parler plus concrètement, la couverture des risques sociaux, dont la maladie fait partie, n'est presque plus une priorité pour beaucoup de chefs d'État qui n'en ont même pas la vision. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, aux indépendances, les indépendances qui sont nées d'un mouvement important qui est celui de la départementalisation française, qui elle-même appliquait le programme national de la résistance, avec un volet social, sécurité sociale notamment, création en France, mais en même temps qui a été dupliqué en Afrique, vous aviez des chefs d'État qui, forts de cette époque historique, ont bâti un modèle de couverture sociale et sanitaire. Par exemple, pour moi qui ai grandi en Côte d'Ivoire, on avait l'hôpital général, juste le simple dispensaire dans le quartier. Et pratiquement toute la population était couverte. Et puis, en matière de risques sociaux. Et puis est venue la crise pétrolière, et puis une nouvelle classe politique pour qui ce n'est pas la priorité. Je ne me résoudrai jamais au fait que plus le temps passe, moins nous soyons performants. Nous avons parlé du Maroc. Il y a aussi de graves problèmes en matière sanitaire. Il y a même, dans les semaines qui viennent, une grave grève qui s'annonce. Il y a là un problème fondamental. L'État, c'est aussi ce qui couvre les risques sociaux. Partout où un État est défaillant, on remarque en règle générale, sur ce secteur-là, il est très défaillant. Du reste, vous avez vu dans le reportage que la personne qui souffrait de cataracte, elle-même a été prise en charge par le secteur privé. Alors comment on peut être chef d'État ? Comment on peut appartenir à une classe politique et ne pas comprendre ce qui est élémentaire? Moi, je terminerai en disant une chose, si vous me permettez, madame, c'est que de même que nous avons l'agenda 2063 de l'Union africaine, de même que nous avons la formation de vastes communautés économiques, je crois en même temps qu'il faut créer à l'échelle du continent, éventuellement par sous-région, une couverture sanitaire qui permettrait à la fois à l'Afrique de se constituer un marché à ce niveau-là, d'objecter par rapport aux grandes industries étrangères qui nous asphyxient, et puis en même temps de lever des financements nécessaires. Donc je crois qu'il y a vraiment un problème. Je ne comprends pas que l'Union africaine ne donne pas dans ce secteur-là. Aboubacar Lalo. Oui, le même constat se fait effectivement, et ce n'est pas un truisme de dire que le développement, c'est avoir une population qui est en bonne santé. Parce qu'une population qui n'est pas en bonne santé, forcément, son développement va pâtir. Et là, on le constate de plus en plus, justement, cet objectif d'Abuja de 2001, qui n'est pas atteint par beaucoup d'États, même si il est vrai qu'il y a certains États, ils ont des circonstances qu'on peut appeler entre guillemets atténuantes. Si on prend un peu la zone du Sahel avec nous, le G5 Sahel, donc l'effort de guerre qu'on est en train de faire, justement presque 20% de notre PIB va sauf que c'est une situation qui est là depuis Elle très est là longtemps, depuis bien plus de 30 avant la ans. lutte contre le terrorisme. Justement, oui, elle est là depuis plus de 30 ans. Et c'est vrai que tous les gouvernements successifs n'ont pas fait cet effort nécessaire. Et lorsqu'on voit, il y a une vingtaine d'années, il y avait une maladie qui s'appelle le noma. Le noma, c'est une sorte de stomatite, justement, qui dévore pratiquement la face, donc la cancer, partie, en fait. voilà, maxillo-faciale, effectivement, donc des enfants de moins de 6 ans. Et là-dessus, il faut quoi? Il faut une chirurgie réparatrice qu'on n'a pas dans nos pays. Et à ce moment-là, il fallait venir jusqu'en Europe, justement, pour refaire, justement, donc... avoir les soins appropriés. Oui, leur faire cette chirurgie réparatrice-là. Bon, de plus en plus, il est vrai, avec les efforts donc, de nos États, je pense que cette maladie est en train d'être éradiquée. Mais là-dessus, moi, je suis un fervent partisan d'une couverture universelle. Ce n'est pas parce qu'on l'a vu ici, par exemple, cette couverture médicale qui est là, mais dans nos pays, il est quand même urgent de mettre ce mécanisme-là en place. On l'a vu en Côte d'Ivoire, on l'a vu au Gabon, et peut-être dans d'autres pays, au Congo Brazzaville. Au Sénégal également. Voilà.
Parce que les populations les plus vulnérables, justement, doivent être aidées, elles doivent être soutenues. Et là, on se rend compte que ce sont des maladies deux fois rien, comme on dit. C'est-à-dire, il suffit d'un tout petit peu, un peu d'antibiotiques, justement, on peut prévenir ces maladies-là, on peut guérir ces maladies-là. Mais du fait que très souvent, nos populations sont indigentes parce que ce sont des maladies de la pauvreté. Tout ce qu'on dit. Et de l'irresponsabilité aussi. Voilà. Le NOMA, par exemple, le cas que vous donnez, moi je suis chirurgien dentiste à la base, donc je sais ce que c'est, mais le NOMA est le témoignage même de la précarité, parce que c'est pas la pauvreté. C'est pas forcément c'est la pauvreté, c'est la famine, c'est une malnutrition liée sur un lit, en tout cas d'infection et autres. Et donc le NOMA est le témoignage même, on va dire, de cette situation, de cette délicatesse de l'État par rapport à d'autres priorités, à tous les axes prioritaires, en tout cas, de la population. Donc c'est arriver à avoir des soins de qualité au niveau primaire, donc au bas de l'échelle. Il suffirait simplement, il suffirait... Et ça c'est comme Tavares l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on a des dirigeants souvent qui n'ont pas la mesure même des réalités, de la réalité sociale en tout cas. Parfois ne comprennent même pas. Ne comprennent pas, voilà. S'il faut faire 10 km pour... en fait, on va aller sur, je caricature, hein, on va dire, bon, on a un programme pour les femmes enceintes et les enfants de moins de tel âge, en fait, et que c'est gratuit. Ben, déjà, quand c'est gratuit, c'est que c'est financé quelque part, n'est-ce pas? On est dans de la propagande un peu populiste. Effectivement, ça peut avoir des effets, mais le vrai problème, c'est l'accessibilité même à ces structures de santé et le contrôle après derrière. Ensuite, il y a le personnel de santé lui-même. Aujourd'hui, on a une pléthore enfin une pléthore, c'est pas le mot juste, mais en tout cas, on a des structures qui forment des infirmiers autres ou des médecins, on a des facultés qui ne fonctionnent pas. Donc, encore un autre problème au niveau donc, de l'État par rapport à l'éducation nationale où on a des années qui se chevauchent avec le système LMD qui a été mis en place. Donc, on a un problème fondamental de ressources humaines, de moyens, d'infrastructures, et puis de moyens financiers pour fonctionner. Alors, vers quel modèle il faut aller? Est-ce qu'il faut aller vers un modèle plutôt comme au Nigeria, où le privé intervient déjà à hauteur de 75%? Oui, mais avec et là, on voit qu'il n'y a pas non plus énormément de progrès. Oui, mais avec quelle qualité? Oui, mais avec quelle qualité? Parce que les cliniques nigérianes, moi je vois plein de malades qui viennent au Niger, dans des hôpitaux de référence chez nous. Donc là, c'est pas non plus un modèle. Non, je ne pense pas que ce soit le modèle quand même, le Nigeria. C'est pas... Non, c'est pas une question de modèle. Est-ce qu'il faut aller vers un renforcement du public-privé, comme c'est le cas au Nigeria, et là on voit bien qu'il n'y a pas le privé, Zara, est cher. Le privé peut être cher, voilà. Le privé est cher, mais quelque part, on peut faire en sorte que le privé rende un service, un service public. Enfin, c'est-à-dire que le privé, on peut accompagner le privé. Donc en le subventionnant. Ça peut arriver, par exemple, en termes d'accessibilité. En fait, c'est l'un des axes en termes d'accessibilité. Je prends un cas banal, par exemple, les médecins de campagne qu'on installe un peu au Mali, à Madagascar et autres. Parce qu'on se retrouve dans une situation où on a une population qui a besoin de faire 15 km pour avoir le premier centre de soins. Et que, quelque part, les médecins qui sont formés dans la capitale, le plus souvent, n'ont plus envie d'aller en zone rurale, comme on fait. Donc, c'est arriver à travailler à la motivation aussi de ces agents de santé. Donc, peut-être en les installant dans des zones à forte potentialité ou à forte densité, où il n'y a pas d'accès à des structures. Donc, c'est du privé. Mais quelque part, l'État peut accompagner ces initiatives. Je ne dis pas, il n'y a pas un modèle type. Non. Mais tout doit répondre, en fait, à la réalité du pays et aux besoins. Et puis, éviter, bien évidemment, ces programmes de façon verticale que l'on observe surtout plus où on prend un pays comme le Niger ou le Burkina, on sait que de février à avril, il y a l'harmattan, donc la méningite. La méningite, Donc on est, toutes les structures de santé sont focalisées sur cette pathologie pendant qu'il y a d'autres choses qui arrivent. Donc il n'y a pas de modèle type, mais il faut arriver à ce que ça réponde aux réalités. Mais en même temps... En alliant donc ce problème d'infrastructure, de formation, d'accessibilité et puis de ressources humaines. Et puis d'incitation quand même. Quoi. La motivation, elle est importante. La motivation, quoi, les salaires décents. Pour moi, le privé peut rendre un service public. Absolument. Voilà. Mais le privé intervient déjà à hauteur de 60% pour ce qui est du continent africain. Donc une grande place déjà pour le privé. Mais en même temps, le privé
reste le privé. Bien sûr. C'est-à-dire lorsqu'un hôpital, lorsqu'une clinique est en place, elle vise d'abord, bien évidemment, à soigner les gens, mais à la rentabilité pour les actionnaires. Voilà. Et puis en même temps, au-delà de cet aspect-là, il y a aussi un manque de déontologie. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui en Afrique. Nos médecins n'ont plus l'éthique des médecins d'il y a 30-40 ans. Il suffit simplement si je puis dire, de vagabonder quelque peu dans les hôpitaux africains, où vous verrez que ce qui est censé être médecin est souvent plus une personne qui regarde de haut ce pourquoi il est formé, regarde avec condescendance le malade, et souvent lui-même, parce qu'il n'a pas été bien formé, parce que la formation, elle est d'abord une conséquence de sa propre morale, sa propre vertu, il y a une déperdition de la connaissance et vous arrivez comme ça à une situation complexe. Non, je crois qu'il est anormal que Cuba, par exemple, quand il y a une épidémie importante en Afrique, soit capable en 24 heures de déporter une quantité innombrable de médecins. Il est inadmissible. Il est inadmissible. Et là, il faut que l'État, on a parlé tout à l'heure du royaume chérifien, l'État a son rôle à jouer. L'État ne peut pas se défausser sur le privé. Et par conséquent, il faut que nos chefs d'État soient formés à ces questions-là. Alors, Aboubacar Lalo, ensuite, Yamboulia Dipa. Oui, justement, Tavares parlait de Cubains. Là, on a l'impression que la santé publique, elle est sous-traitée en quelque sorte. Puisque très souvent, vous avez des tournées foraines, où vous avez des équipes, effectivement, de médecins, qu'ils soient turcs, à l'heure actuelle, qu'ils soient turcs, chinois, iraniens, saoudiens, des Koweïtiens, donc qui viennent dans nos pays justement et qui sillonnent justement les marchés en traitant les cataractes par exemple, ou bien d'autres maladies, d'autres affections qui sont plus ou moins graves. Et là-dessus, moi je me dis effectivement, les autorités souvent africaines ne prennent pas la mesure, puisqu'on s'est dit la santé est un secteur non marchand. C'est-à-dire que ça ne rapporte rien. Oh, pourtant. Voilà. Donc, a priori, parce que ça ne rapporte rien. Je suis devant le médecin. Et là-dessus, puis là-dessus, juste pour les médecins, j'ai dit, il y a beaucoup qui délaissent effectivement les hôpitaux publics pour aller vers les cliniques. Parce que les cliniques, quand même, rapportent plus pour un médecin, pour un spécialiste, justement, que rester dans un hôpital public ou un secteur ou un service public. Un dernier mot, Yamboulia Dipa. Mais en fait, je reviens sur cette notion de vision d'État et de service public et puis du privé. C'est vrai que l'exemple que Tavares et vous-même vous donniez, c'est que dans l'hôpital public, après, tous ces médecins, peut-être l'après-midi, consultent donc, dans les structures privées. Donc l'État doit avoir un rôle régulateur en fait, par rapport à cette pratique-là. Donc cette notion de déontologie et autres. Mais il y a aussi, et surtout, le fait qu'on est toujours dans l'attente. On est toujours dans l'attente de l'État en termes de plateau technique. Une cataracte, pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui est difficile. Pas besoin de médecins chinois quand même. Mais on est dans une lourdeur administrative où, à un moment donné, même pour mettre en place un plateau technique avec que des administrateurs commandent un scanner ou je ne sais pas, des outils ou le matériel pour l'optique, ou ils ne concertent pas forcément ceux-là même qui ont besoin de cela. Donc on est dans une lourdeur administrative où on a toute une chaîne de corruption. De corruption, surtout de corruption. Qui se met en place. Et puis enfin, pour finir, il y a cette notion dont vous parliez tout à l'heure de culture véritablement. Et on se rend compte que la santé publique n'est pas forcément du curatif. Et dans la prévention, il y a aussi nos habitudes en termes d'individus dans la société, comment nous nous positionnons. Et ça, c'est quand même très difficile. Merci la prévention, si on prend le paludisme, qu'on peut éviter, et c'est nous-mêmes dans nos pratiques du quotidien. Le cas du paludisme est quand même assez patent. Merci beaucoup. Une question bien sûr très importante et nous y reviendrons dans le cadre de nos prochaines émissions. Un grand merci à vous, Yamboulia Dipa. Je rappelle que vous êtes consultant en santé publique. Merci également à vous, Pierre-Franklin Tavares, philosophe. Aboubacar Lalo, merci à vous également. Je rappelle que vous êtes géographe et consultant en politique d'aménagement. Merci à tous les trois d'avoir assisté à cette émission ce soir. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain, mardi. Très belle soirée. Merci. Merci.